Bonjour à tout le monde, bonjour à tous nos téléspectateurs. Vous nous suivez de partout. En tout cas, nous vous disons sincèrement merci pour votre attention soutenue à cette émission Les Grands Rendez-vous. Une émission présentée par votre simple journaliste et aussi ingénieur forestier Ordali Djekou. Ordali Djekou. Voilà, les détails de l'émission est juste en bas de vos écrans. Vous voulez participer à cette émission Les Grands Rendez-vous. C'est une émission qui recevra non seulement le scientifique et aussi le serviteur de Dieu, le pasteur, le chantre. Vous avez une thématique et vous voulez nous proposer, nous sommes disponibles. Il suffit juste d'appeler à ce numéro qui est inscrit au bas de vos écrans et nous serons tellement ravis de lire vos messages. Et puis nous sommes 24 heures sur 24 heures disponibles. Dans cette émission, nous allons parler de la foresterie communautaire en RDC. Je signale que nous sommes sur Etosa Télévision, une chaîne YouTube dont nous vous supplions de vous abonner massivement parce que tout au long de l'émission, nous allons vraiment débattre sur la foresterie communautaire, un processus qui cloche vraiment ces temps derniers dans notre pays, la RDC. Et je tiens d'abord à saluer cette initiative de Mama Benita Bentou Molomingo à Manchester, en tout cas la coordonnatrice de la fondation Etosa. Et je signale aussi Etosa, ce n'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est aussi une fondation dont les objectifs assignés, c'est rendre visite aux personnes vulnérables, les handicapés. Vous voulez soutenir cette fondation, il suffit juste d'appeler à ces numéros et surtout n'oubliez pas de vous abonner vraiment massivement. C'est l'émission Le Grand Rendez-vous. Voilà, à mon côté, aujourd'hui j'ai reçu pour vous un ingénieur issu de l'université de Kinshasa, ingénieur James Mwenda. Bonjour ingénieur. Bonjour monsieur Ordali. Il y a une personne qui m'a appelé ce matin même, il m'a dit vous allez recevoir ingénieur James, mais en réalité qui est ingénieur James? Qui est ingénieur James? Bon, je n'ai pas grand chose à dire sur moi. Ben, en tout, je suis James Mwenda, ingénieur forestier, ressortissant de la faculté de sciences agronomiques de l'université de Kinshasa. Au-delà de cela, je suis chercheur au sein de l'unité de gouvernance forestière, aménagement forestier et services écosystémiques, qui est dirigé et piloté par le professeur Papi Claude Bolalumbe que je salue en passant. Et puis, je suis collaborateur de professeur au niveau de l'université. Entre autres, je cite le professeur Papi Claude que je venais tout à l'heure de citer, Bolalumbe. Et puis, je cite le professeur Prince Baraka Luchungu, qui est expert même en foresterie communautaire, qui est une thématique que nous allons partager aujourd'hui. Voilà, merci. Je salue aussi mon professeur et aussi mon directeur, mon maître, le professeur Papi Claude Bolalumbe. Et merci aussi également à mon professeur Prince Baraka et pourquoi pas les professeurs Papi Bonkena. Je sais que vous êtes tellement nombreux à suivre cette émission. Vous l'avez vraiment entendu avec une attention soutenue. Nous vous disons sincèrement merci. Voilà, ingénieur James, actuellement, il y a un nom, je ne sais pas, nouveau. Il y a un vent qui souffle. Et ce vent est nommé la foresterie communautaire. C'est quoi d'abord la foresterie communautaire? Merci beaucoup pour cette question, parce que les gens doivent comprendre les concepts. Parce que les gens parfois parlent des choses et parfois certains ne maîtrisent pas. En réalité, la définition même de la foresterie communautaire est en fait polysémique au niveau du bassin du Congo, même au niveau de l'Afrique centrale. Mais plus particulièrement, s'il faudra me centrer sur la RDC, je dirais que la foresterie communautaire réfère simplement à l'ensemble des procédures
des modalités et des actions de la gestion forestière par les communautés locales en vue d'assurer leur développement socio-économique, mais dans un contexte du développement durable. De manière plus simpliste, il faudrait que les gens puissent réellement nous comprendre, c'est qu'il s'agit d'un processus ou soit d'un modèle de gestion des ressources forestières qui met au centre les communautés locales dans cette dite gestion. Ok, merci. Nous avons compris que la foresterie communautaire, c'est la communauté locale qui est mise au centre. Il y a les gens qui nous ont appelés que la foresterie communautaire, la communauté locale, la population autochtone, mais en réalité, y a-t-il une disparité entre la communauté locale et la population locale? Ah, bon. Une question qui relève plus de la sociologie, mais en tant qu'ingénieur forestier, je vais essayer de répondre. En réalité, on définit d'abord une communauté locale comme étant une population qui est traditionnellement organisée sur base ou en vertu de la coutume, traditionnellement organisée sur base de la coutume, et qui cette population est en fait unie, où les individus, les membres de cette communauté ou soit de cette population sont unis par des liens claniques ou encore parentaux qui fondent même sa cohésion interne. Donc dans le concept communauté locale, je vois premièrement un aspect de la territorialité. Donc ils doivent avoir, ces membres de cette communauté, un terroir donné. Et puis au-delà de cela, il y a des liens claniques, des liens parentaux qui les unissent, qui fondent même sa cohésion interne. Alors que souvent, vous avez parlé du peuple autochtone, le peuple autochtone qui chez nous, couramment ici, ce sont des pygmées, je dirais que s'il faudra faire un diphtongue, une démarcation avec les communautés locales, je dirais que le peuple autochtone n'ont pas vraiment un terroir qui leur est propre, mais ils sont peut-être parfois dans le nomadisme, bien qu'ils peuvent aussi participer à être un groupe ethnique donné, mais sont parfois dans le nomadisme. Un terroir ne leur est pas vraiment reconnu. Et puis vous avez parlé des populations locales. Alors, le concept population locale regroupe en fait tout le monde dans la généralité, dans la globalité, en parlant de tout individu qui évolue simplement dans le monde rural. Alors, même s'il y a des peuples autochtones, même s'il y a des communautés locales, alors comme tous évoluent dans cet environnement rural, alors on pourra les appeler population locale. Mais est-ce que dans la situation actuelle, parlons de la réalité, je n'aimerais pas vraiment qu'on soit plus basé sur des théories, je parle de la réalité. Est-ce que dans la situation actuelle, la population ou la communauté locale s'intéresse-t-il vraiment à ces processus de la foresterie communautaire? Vous êtes sûr d'être ingénieur? Je suis sous la surveillance de bon nombre de scientifiques. Oui. Alors je ne vais pas essayer d'extrapoler. Oui. Mais les dernières informations que j'ai eues, parce qu'il y a une thèse qui a été élaborée par le professeur docteur ingénieur Prince Baraka Luchungu à l'université de Laval. Alors les informations qui ont été fournies par cette thèse nous ont montré que à l'heure actuelle, au moins 144, il y a déjà au moins 134 initiatives allant vers l'obtention des titres de concession forestière des communautés locales. Et dans ces 144, au moins 109 ont déjà obtenu, en fait, leurs signatures ont déjà obtenu ces titres-là. Et puis quand vous évaluez leur superficie, c'est déjà à au moins 2,5 millions d'hectares. Alors que le reste, qui est en fait une trentaine qui attendent cette signature, sont là en attente, mais la superficie qui leur sera allouée en matière de surface forestière sera à peu près, à moins que je me trompe, au moins 400 hectares. Pour montrer que non, les populations locales ou encore les communautés locales s'intéressent vraiment, commencent à s'intéresser de plus en plus à cette thématique, à ce processus de foresterie
communautaire. Voilà, en tout cas, merci. J'avais dit que je suis avec l'ingénieur forestier James Mwenda, un ingénieur issu de l'université de Kinshasa, dans la faculté des sciences agronomiques au département de gestion des ressources naturelles et options eau et forêt. Ingénieur James, est-ce que la foresterie communautaire, a-t-elle un cadre légal? Ah oui, on ne parle pas en vain, si même ils peuvent obtenir un titre émanant de l'autorité étatique, il y a un cadre légal. Et puis, les cadres qui semblent être comme des cadres monétaires, j'essaie d'évoquer la loi numéro 011/2000 du 29 août 2000 portant code forestier en République démocratique du Congo, qui dans son article à Vendée, dans la section se rapportant aux forêts protégées, essaye de montrer comment est-ce qu'une communauté locale peut, suite à sa demande, obtenir un titre de concession forestière de communautés locales parmi les forêts qu'elle possède régulièrement en vertu de la coutume. Au-delà de cela, je peux encore évoquer le décret du 2014, le décret 14/018 du 2 août 2014 fixant le mode ou le mesure d'attribution des concessions forestières de communautés locales. Ça, c'est déjà le moteur, le pilier, bien qu'au-delà, en 2016, il y a eu encore des mesures ou encore un décret portant sur les modalités d'exploitation de ces concessions forestières de communautés locales, une fois que ces communautés ont obtenu ces titres-là. Donc, il y a un cadre légal. Est-ce qu'il y a-t-il aussi les avantages à ces processus de la foresterie communautaire? Oui, il y a les avantages à ce processus de la foresterie communautaire. Alors, tant au niveau national, au niveau du pays, mais je peux aussi raisonner même au niveau de la communauté locale. De manière d'abord générale, il faudra savoir que au niveau du pays, ces processus-là de la foresterie communautaire peut permettre à la réduction des conflits. Parce que vous savez que le conflit actuel, il y a beaucoup de conflits en matière de concessions. Alors, le processus de la foresterie communautaire fait intervenir la cartographie participative, ce qui déjà pourra réduire le nombre de conflits en matière de l'espace. Et puis, toujours au niveau des pays, étant donné que ces communautés locales-là, qui avaient peut-être le droit d'usage et auront maintenant le droit d'exploiter, il y aura peut-être création d'emplois. Il y aura peut-être création d'infrastructures, ce qui pourra même plus tard, parce que nous sommes en économie, vous savez qu'il y a un circuit, selon d'après le lien de cause à effet, pourra augmenter aussi le PIB au niveau de la République par la création d'emplois, par la création des richesses. Donc ça pourra conduire à la croissance économique. Ça, c'est du point de vue général en République démocratique du Congo. Mais aussi, si au niveau du pays, ça cadre dans le contexte de la durabilité. Parce que ces communautés locales, avant d'exploiter, ils utilisent un plan simple de gestion. Or, dans ce plan simple de gestion, c'est en lien, c'est dans une perspective du développement durable. Ce qui montre qu'au niveau du pays, il y aura en fait augmentation, il y aura un peu augmentation de tendance allant vers la durabilité. Mais s'il faudra aller encore en particulier au niveau des communautés locales, je dirais que cela, premièrement, est important parce que ça leur attribue ce que je pourrais appeler une sécurisation foncière. Parce que qu'est-ce qui se passait autrefois? Autrefois, les communautés qui se retrouvaient dans des forêts ou soit dans des endroits qui leur étaient reconnus au niveau, pas au niveau de l'État, mais plutôt au niveau coutumier, c'est une fois on découvrait au travers des inventaires telles essences qui ont plus de valeur du point de vue économico-financier, on pouvait aller négocier et puis déguerpir ces communautés. Bien qu'ils pouvaient simplement reconnaître que ces terroirs nous appartiennent, mais on pouvait les déguerpir parce qu'il n'y avait pas un titre réel
émanant de l'autorité étatique, montrant que ces forêts-là leur appartiennent en vertu de la coutume. Au-delà de cela, même à leur niveau, ça favorise le développement socio-économique parce que eux qui avaient simplement sur les forêts protégées le droit d'usage, mais ils pourraient aussi avoir le droit d'exploitation de bois d'œuvre, le droit pour essayer de favoriser la conservation dans le projet carbone. Ils pourraient aussi avoir même les négociations avec le partenaire ou encore les exploitants particuliers afin de pouvoir venir exploiter, et en ces moments-là, ça va essayer de créer de l'emploi au niveau même local. Et puis, à leur niveau, il y a un peu un sentiment de reconnaissance. Comme ils n'étaient pas reconnus, mais actuellement, ils sont au centre. Les membres de cette communauté-là, locale, sont au centre de la gestion forestière, ce qui montrera aussi que leurs aspirations pourront aussi être prises en compte dans la prise des décisions. Donc c'est vraiment trop important. Oui, c'est vraiment trop important, la foresterie communautaire, mais il y a un souci. Ouais. Êtes-vous sûr que la population ou la communauté locale a vraiment une maîtrise à cette matière de la foresterie communautaire? Et si la population n'a pas une maîtrise vraiment approfondie en ces matières de la foresterie communautaire, quels sont alors les défis de ces processus? À dire oui ou non, je dirais que nous sommes encore en phase expérimentale de ce processus. Je pense que c'est depuis 2018 et puis vers 2023, ça fera à peu près 5 ans, on pourra évaluer. Mais je pense que momentanément, dire qu'ils ont déjà la maîtrise, il y a d'abord un problème. Je ne pourrais pas dire ça, parce que c'est parmi les défis actuels. Il y a une inadéquation, une disproportionnalité en termes de répartition de compétences au niveau de l'administration centrale et au niveau des provinces. Dans quel sens? Je ne dis pas qu'au niveau des provinces, il n'y a pas d'experts en matière de la foresterie communautaire qui maîtrisent vraiment cette thématique, mais il n'y a pas assez comparativement au niveau central. Ce qui fait en sorte que il n'y aura pas assez une bonne conduite, selon moi, une bonne conduite de ces processus de foresterie communautaire au niveau de population locale par les gens qui ne maîtrisent pas très bien ces thématiques. Ça, c'est un problème. Et puis, il y a aussi un autre défi. Oui. Il y a un défi lié au coût. Il y a des études qui ont montré qu'à partir de la demande, pour commencer les démarches, pour aller jusqu'à la fin, il y a certaines études qui prouvent que le coût nécessaire pour obtenir un titre de concession forestière de communauté locale va jusqu'à plus de 100 000 $. Alors l'on se demande, ces communautés locales aura cet argent-là où? C'est la même question que je voulais vous poser. Alors aura cet argent-là où? Alors d'aucuns disent que cela est au fisc. Pourquoi? Parce qu'il y a le partenaire financier et technique qui essaye, il y a des bailleurs de fonds qui essaient de soutenir les communautés locales, d'aller ensemble avec elles. Mais on se pose une question. Si actuellement ce partenaire financier et technique se disait non, on ne va plus financer, alors quel sera l'avenir du processus des communautés locales? Pour montrer que la charge est tellement lourde, alors il faudra alléger un peu la charge au niveau des communautés locales afin qu'ils puissent en paix supporter cela. Ça, c'est un problème. Il y a aussi un défi actuel. Lequel défi? Un défi selon lequel parfois tous les groupuscules qui se retrouvent dans la communauté locale ne sont pas représentés. Certaines études montrent que les femmes et les jeunes ne sont pas représentés. Or, si on essaie déjà d'omettre les aspirations d'une certaine catégorie de gens, vous verrez qu'il pourrait avoir des répercussions néfastes plus tard dans l'adoption du modèle de foresterie communautaire. Ça, c'est aussi parmi un défi. Ingénieur James, vous venez de parler que la population, la communauté locale n'aura pas assez d'argent pour entamer le processus de la foresterie communautaire du début jusqu'à sa fin. Et d'où il peut y avoir
un partenaire ou un bailleur de fonds. Mais il y a une question qui se pose. Est-ce que ces partenaires ou ces bailleurs de fonds n'auront-ils pas une influence sur la gestion de la concession forestière des communautés locales? Ok, ça c'est une thématique actuelle qui est discutée. Oui. Alors, j'agirai en sociologue pour ne pas donner un point de vue tranchant ou un jugement de valeur quant à cette manière de réfléchir. Alors, il y a une tendance qui parfois semble être pessimiste. Disons que, comme le bailleur de fonds essaye de financer ce processus, certains bailleurs pourront avoir des objectifs qui sont propres à eux seuls, au détriment des communautés locales. Mais ce bailleur passe par la communauté locale pour acquérir ces titres de concession forestière de communautés locales. Et puis, essayer de réaliser l'exploitation à leur fin. Mais je dis que cette manière de penser est plausible, je pèse bien mes mots, est plausible, n'est-ce pas? Mais pour ne pas simplement être pessimiste, je pense que les communautés internationales actuellement, à l'ère où nous sommes, ont un intérêt particulier sur les forêts du bassin du Congo. Et s'il y a un processus qui pourra favoriser le développement durable ou soit la gestion durable de ces écosystèmes forestiers de la RDC en particulier, je pense qu'ils pourront financer sans pour autant avoir des idées qui leur sont propres ou soit des idées qui ont des objectifs en paix néfastes à eux seuls. C'est en fait ça, c'est diphtongue, mais je ne donne pas un point de vue tranchant. Je suis au milieu, je dis que oui, c'est plausible qu'ils puissent avoir en réalité certaines idées qui sont néfastes par le bailleur de fonds, mais je pense qu'avec les enjeux actuels sur le réchauffement climatique, sur même le bassin du Congo qui constitue le deuxième poumon écologique mondial, et puis la biodiversité qui renferme les forêts de la RDC, je pense que si le bailleur voit réellement un processus, un projet qui soutienne la durabilité, qui soutienne la gestion durable, ils pourront réellement financer sans pour autant avoir des répercussions néfastes. Voilà, restons toujours dans ces contextes. Vous avez dit que si un bailleur de fonds voit qu'il est vraiment important de soutenir un projet de la foresterie communautaire pour le développement durable, pour la création d'emplois au sein de la communauté locale, mais il y a une question qui vient de très loin. Il y a une population qui réside dans un coin, pour ne pas citer le nom de ces coins du pays, qui a accepté la foresterie communautaire. Et cette acceptation était sous pression ou sous une influence des partenaires, d'un partenaire. Et maintenant, un constat amer est que les développements, ou soit la création d'emplois, ou soit la création des infrastructures de base pour le développement de cette communauté devient un rêve chimérique. Que doit faire maintenant cette population qui souffre? La pauvreté devient de plus en plus empirée. Étant un ingénieur forestier, que doit faire cette population? Si je comprends bien votre question, je penserais, ou je dirais que ça c'est une interpellation aux communautés locales. Ça, c'est une interpellation de partout où ces communautés nous suivent. Elles doivent être au centre de la gestion, n'est-ce pas? Une fois que ces communautés ont obtenu le titre, ils peuvent négocier à quelle fin, n'est-ce pas? Ils pourront, ou soit elles pourront plutôt utiliser ces ressources forestières. Alors c'est là qu'elles pourront peut-être signer des contrats avec certains partenaires. Mais à mon humble avis, si ils ne voient pas leur développement socio-économique être au centre des intentions, au centre de cette gestion, être parmi les ambitions de ce partenaire, je pense que pour moi, ils pourront résilier les contrats. Oui, je sais que vous nous suivez de partout cette émission
vraiment ma casse une émission. J'avais dit que c'était une émission bilingue, donc à un moment donné, vous êtes tellement nombreux. Là, je pense à ma famille, Papa Godé Siombe, je pense à mes sœurs Dorcas Djekou, Tantine Sandra Bentoumou, Ridi Bentoumou Monjimo, je pense bien à Dom Bentoumou, l'ingénieur architecte Dom Bentoumou. Vous êtes tellement nombreux, vous suivez cette émission. Je pense à mon ingénieur Némi. Moi je l'appelle d'une manière affectueuse CPNEI. Merci beaucoup à l'ingénieur Séverin Boukinda. Le plateau est là, donc voulez-vous être les prochains invités? Il suffit juste d'appeler et puis vous serez réussi d'une manière aussi simple. Voilà, ingénieur Diomise, vous avez parlé que la foresterie communautaire, jusque-là, il n'y a pas vraiment assez de développement au sein de la communauté locale. Les développements ne se sont vraiment pas. Mais vous ne comprenez pas avec moi que ça devient un danger, la foresterie communautaire devient un danger parce qu'il ne répond pas aux aspirations de la population locale. Non, oui. Qu'est-ce que je dis? Non, oui, non. Je dirais que je ne serais pas pessimiste. Ouais. Je dis que nous sommes dans une phase expérimentale. Ouais. Alors, après la phase expérimentale, je pense que c'est là qu'il faudra peut-être plus tard comparer des situations, des scénarios. La situation avec foresterie communautaire, je suis dans le cadre de l'évaluation des projets, avec la situation sans foresterie communautaire, pour essayer de voir dans les deux scénarios, est-ce qu'il y a eu développement socio-économique au niveau des communautés locales qui ont accepté la foresterie communautaire? Est-ce qu'il y a eu durabilité suite à l'utilisation de leur plan simple de gestion? Je pense que c'est là, ce sont des questions qui pourront être posées peut-être en 2023, après cette phase expérimentale. Mais toutefois, il y a déjà des avancées. Certaines communautés commencent à bénéficier de revenus provenant de l'écotourisme. Il y a déjà des avancées, mais jusqu'à-là, même, je sais que j'avais dit le modèle plus ancien, celui du Cameroun, ça a montré des résultats qui ne sont pas vraiment de plus en plus satisfaisants plutôt. Mais toutefois, je pense qu'avec l'expérience acquise au niveau de la RDC, ça pourra quand même donner quelque chose de bon. Nous sommes optimistes. Bon, il y a une question. Bon, quels sont alors les facteurs déterminants pour la réussite de la foresterie communautaire au sein des régions où la foresterie communautaire n'a pas encore donné des avancées du point de vue développement? Alors, il est vrai qu'il y a plusieurs conditionnalités pour la réussite de la foresterie communautaire. Mais je pense que, comme dans d'autres cas, les facteurs qui semblent être plus déterminants, en premier lieu, c'est que les modèles de la foresterie communautaire, le modèle de la gestion doit en fait contribuer à l'amélioration de la gouvernance locale. Les communautés locales doivent se voir au centre des activités de gestion et toutes leurs aspirations doivent être prises en compte au préalable. N'est-ce pas? En deuxième lieu, je penserais que si ces communautés ont accepté la foresterie communautaire, c'est parce qu'on les a vantées, on a fait de publicité montrant que ça va assurer leur développement socio-économique. Alors je pense qu'un des facteurs déterminants, il faudra que ces modèles de foresterie communautaire, bel et bien, puissent favoriser la création des richesses, le développement socio-économique. S'il n'y a pas ces retombées, on risque plus tard au renoncement de ces processus par les communautés locales. Et je pense aussi qu'il faudra aussi, selon un autre aspect, que ces modèles de gestion ou ces modèles de foresterie communautaire doivent aussi assurer la durabilité. Parce qu'au-delà du fait que ces modèles assurent le développement socio-économique,
Mais nous sommes dans un contexte de développement durable, qui est un développement qui tient compte à satisfaire aux besoins des générations actuelles, sans compromettre les générations futures de leur capacité à satisfaire aussi à leurs besoins, mais en prenant les 3 piliers. Le pilier social, le pilier économique, mais aussi le pilier écologique. Donc je pense que ces 3 facteurs-là sont le facteur de plus en plus déterminant pour qu'un modèle de foresterie communautaire puisse vraiment réussir. Voilà, nous sommes presque à la fin. Nous avons posé des questions qui étaient venues de vous, parce que c'est une émission que nous interagissons avec vous. Vous nous envoyez des questions et puis nous posons à nos invités. Et ingénieur James, pour chuter, il y a une question qui un coin du pays m'ont demandé, m'ont supplié de vous poser la question. Oui, je crois que la lanterne de la population a compris c'est quoi la foresterie communautaire, quels sont les dangers, les avantages, les défis à relever. Qui est au centre de la foresterie communautaire? Le centre de la foresterie communautaire, c'est qui? Ce qui est au centre de la gestion. En fait, de la gestion. Ce sont les communautés locales. Voilà, donc ce sont les communautés locales. Et je demande encore une question que vous avez déjà répondu. Vous avez dit que c'est la population locale paie à sa demande, c'est-à-dire c'est la demande de la population locale. Bien sûr que oui. Ils étaient tellement nombreux à suivre cette émission, le grand rendez-vous présenté par Ordali Djekou. Et aussi, il ne faut pas oublier, je souligne bien ingénieur forestier, et je souligne aussi que l'ingénieur James est vraiment un collègue de longue date, donc on a été ensemble et lui, et ça a été vraiment un réel plaisir pour moi de l'inviter, de commencer cette émission Les Grands Rendez-vous. Merci à vous. Là, je pense à mon docteur, le docteur Taylor Kalama. Merci à mon maestro Meshak Kalama, un ami privé et personnel. Merci à Joël Camille. Merci à l'ingénieur Yannick Massebe. Merci de m'avoir contacté pour les prochains invités. Merci à vous tous. Vous êtes tellement nombreux. Merci à Bébé Noblesse Djekou. Merci à ma famille Afia, Yele Afia. Donc vous êtes tellement nombreux à nous suivre. Et n'hésitez pas toujours de vous abonner sur notre chaîne Etosa Télévision. Et ingénieur James, quel est votre mot de la fin par rapport à tout ce que vous venez de dire, et puis 2 ou 3 salutations aux gens qui vous suivent? Si un mot de la fin pour clore mes dires dans cette émission, je dirais que la foresterie communautaire, c'est vraiment un processus qui a tendance à favoriser un développement durable des communautés locales. Mais toutefois, il y a encore des défis énormes à pouvoir relever afin d'assurer la réussite de ces processus. C'est en fait ça, c'est qu'il faudra dire, mais toutefois, soyons optimistes quant à ces processus et pensons à y travailler afin de pouvoir préserver nos écosystèmes et puis assurer un développement socio-économique des communautés locales, en particulier, pourquoi pas de la RDC en général. Alors, s'il faudra saluer, bon, il y a bon nombre de gens à saluer. Je salue toute ma famille qui peut-être va me suivre, particulièrement ma mère Brigitte Chama. Je salue tous les membres de mon église. Je pense à mon pasteur Pierrot Chitala. Je pense à tous les cadres scientifiques avec qui je travaille, le professeur Piclaude, le prof Baraka, je pense au professeur Roger Toto. Je salue tout le monde. Je vois Masta moi-même envoyer le message avant. Masta, je te salue aussi. Ok. Voilà, ça a été un réel plaisir pour nous de recevoir ingénieur James. Je signale que nous avions parlé de la foresterie communautaire, que l'ingénieur James a soulevé un aspect très important. Il a dit que la communauté locale est au centre. C'est-à-dire la première entité à prendre des décisions sur la foresterie communautaire, c'est la communauté locale. C'est vous qui avez vraiment beaucoup plus de travail à faire quant à ces processus de la foresterie communautaire. Je vous rappelle encore, si vous voulez
voulez prendre cette émission, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Etosa TV. Et n'oubliez pas, si vous avez des suggestions, des remarques à nous porter, nous sommes là. Les numéros est écrit au bas de vos écrans. 081 033 49 26. C'est juste au bas de vos écrans. Et je signale que derrière la caméra, il y avait ingénieur Amos. Et je salue aussi mon collègue Alpha, un bon présentateur. Je le salue en passant. Et j'apostrophe aussi toujours cette idée, cette initiative provenant de l'initiatrice et la coordonnatrice Mama Benita Bentoumou. Merci à cette initiative de la Fondation Etosa pour assister, pour sauver des vies. Et nous sommes à cœur avec vous. Retrouvons-nous au prochain numéro. Nous allons recevoir encore un autre invité avec une très bonne thématique que nous allons développer. Restons branchés. Nous sommes ensemble. Merci à vous.